Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. L'actualité de la semaine, c'est le forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. On en parlera aujourd'hui. Il sera aussi question du procès Sanogo dans lequel la liberté provisoire a été refusée cette semaine à Sanogo lui-même et à ses co-accusés. Régulation des médias au Mali cette semaine, un atelier international s'est tenu ici à Bamako. Il en sera question et pour boucler la boucle, on parlera sur le marché des esclaves en Libye avec nos invités. Richard Verly, envoyé spécial du journal suisse Le Temps à Dakar, il sera en ligne. Badou Escobar du journal Le Carrefour, il est avec nous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Boubacar Yalkouye du journal Le Pays, lui aussi il est là. Bonjour mon frère. Bonjour. Et Suleiman Drabo du journal L'Essor. Salutations confraternelles, bienvenue à vous tous. Le grand dialogue. Le forum sur la paix et la sécurité en Afrique s'est tenu les 13 et 14 novembre dernier à Dakar au Sénégal. Lors de la rencontre, plusieurs chefs d'État africains ont appelé à aider leur État à assurer leur propre sécurité. Selon certains observateurs, le forum de Dakar n'est ni plus ni moins qu'une rencontre de plus. Ils estiment qu'il ne s'agit pas d'organiser des forats, mais plutôt de trouver les moyens stratégiques susceptibles de sécuriser les populations et leurs biens et de gagner la lutte contre le terrorisme. Alors nous allons suivre cet élément de la rédaction de Tamani. C'est un forum de plus parce que bon, les rencontres en réalité, il y en a toujours. Hein. Ce qui change, c'est un peu les pays dans lesquels les rencontres, les forats et autres là se déroulent, mais c'est toujours les mêmes forats, les mêmes acteurs, les mêmes experts, les mêmes conclusions, les mêmes recommandations. Mais au bout de 2, 3, 4 ans, 5 ans, nous assistons en réalité à la structuralité de la recrudescence de l'insécurité, des connexions même finalement transfrontalières entre les différents groupes qualifiés de djihadistes, des choses comme ça. Donc, c'est comme si plus il y a des forums, plus il y a d'insécurité. Et donc, on se demande à un moment donné, est-ce que tout ça, c'est pas un gâchis d'argent? Dans tous les cas, un des enjeux, donc, c'est vraiment de comprendre un peu l'évolution des menaces sécuritaires en Afrique. Aussi de voir comment les différents acteurs peuvent harmoniser un peu leurs actions pour plus d'efficacité. Donc, on espère que le forum ne va pas accoucher d'une souris, que ça va pas être un forum de plus. Alors, Suleiman Drabo, est-ce que vous pensez que les Africains sont en mesure de prendre leur propre sécurité en charge de nos jours? Oui, moi je pense qu'il est temps que cela se fasse. Ça découle d'un constat très simple. Ça fait, dans quelques semaines, il y aura 5 ans que l'opération Serval a été déclenchée, et qui a permis de ce que l'on fait, de chasser les djihadistes des grandes villes du nord du Mali. Mais depuis lors, en 5 ans, regardez ce qui s'est passé. L'insécurité a grandi au Mali, il a gagné le centre, il s'est aggravé là-bas. Il y a eu des attentats à Bamako, il y a eu des attentats dans le sud du Mali. La contagion a gagné le Burkina Faso et d'une certaine manière le Niger aussi, parce que la violence n'était pas aussi installée en 2013, et il y a eu des attentats en Côte d'Ivoire. Donc le constat il est simple, les interventions étrangères ont un effet limité et elles sont très coûteuses pour les différents pays qui mènent ces opérations. On a vu que la MINUSMA coûte à peu près $1 milliard par an. L'opération Barkhane coûte les yeux de la tête et puis plombe les comptes des opérations spéciales françaises. Donc, il est temps que, pour qu'il y ait une solution pacifique, enfin, que la paix soit rétablie dans les pays africains, que les Africains eux-mêmes prennent la responsabilité et fassent la part de travail que les forces internationales ne peuvent pas faire, notamment le contrôle sur le terrain, une certaine forme de lutte antiterroriste au niveau des frontières. Mais ça demande des sacrifices que les gens
sur lesquels nos pays avaient fermé les yeux jusqu'à présent. Ok. Mais que le Sénégal décide quand même de renforcer son contingent et on voit en même temps l'Algérie qui refuse d'intégrer quand même la force du G5 Sahel. Est-ce une façon pour le Sénégal de pouvoir arracher le leadership quand même de ce combat contre le terrorisme au Sahel? Non, en fait, le renforcement du contingent sénégalais, c'est un projet qui date de longtemps parce que c'est la force d'intervention rapide composée de soldats sénégalais qui étaient basés en Côte d'Ivoire, qui devait être transférée au Mali. Cette force, je crois que c'est des lenteurs bureaucratiques et des problèmes d'équipement qui l'ont empêché de se redéployer dans la région de Mopti jusqu'à présent. Mais c'était une opération qui était prévue. Et d'un autre côté, il est un peu anormal, de mon point de vue, que le Sénégal ne fasse pas partie du G5, parce que le Sénégal est frontalier de la Mauritanie et du Mali, où il y a un danger terroriste. Et le Sénégal a toujours été solidaire des pays du G5 Sahel dans leur lutte contre le terrorisme. Donc, aussi bien du point de vue géographique que du point de vue géopolitique, la présence du Sénégal dans le G5 Sahel était un élément, à mon avis, normal. Et je crois que c'est toute l'action politique de Macky Sall actuellement, c'est de montrer que le Sénégal a sa place dans le G5 Sahel et avant qu'une adhésion formelle ait lieu, il peut avoir une collaboration la plus poussée possible. Ok. Alors, Richard Verly, vous êtes envoyé spécial du journal suisse Le Temps à Dakar et c'était bien dans le cadre de la couverture de ce forum de Dakar. Et vous dites dans votre article sur le Mali que, je cite, la désagrégation de l'appareil étatique malien a nourri les inquiétudes au forum de Dakar. En quoi cette désagrégation de l'appareil étatique a-t-elle nourri des inquiétudes au forum de Dakar? Alors bonjour à tous, je vous réponds du Sénégal. Je dirais que dans les couloirs de ce sommet, il était clair que l'inquiétude la plus importante, ce n'était finalement pas l'inquiétude sécuritaire. Il y a le sentiment que côté sécurité, côté militaire, le Mali a aujourd'hui le moyen de faire face aux menaces. Sur la capacité de l'État malien à tenir le pays, à satisfaire la population, à donner les services publics nécessaires. Et nous avons même eu, par exemple, un signal d'alarme tiré par le Comité international de la Croix-Rouge qui s'inquiète de la dégradation de la situation dans le centre du pays. Donc oui, c'est plutôt du côté de l'État que l'inquiétude principale a porté au sommet de Dakar. Alors, mais quand vous faites allusion quand même à la prise en charge du domaine de la santé, quand même qui revient à un domaine régalien de l'État, qui revient à des organisations des droits de l'homme sur le plan international. Et donc, d'après vous, c'est l'État qui est tout à fait défaillant. Comment on peut corriger cette défaillance-là? Alors, corriger cette défaillance, bien évidemment, c'est une question de moyens, mais c'est sans doute aussi une question de volonté. Je cite dans mon article 3 exemples. Par exemple, l'hôpital de Gao, au nord du Mali, que vous connaissez bien. Et cet hôpital, lorsque l'État malien avait repris le contrôle de la région et l'État avait promis aux organisations non gouvernementales contrôle de l'hôpital, eh bien ça ne s'est pas fait et 4 ans après, c'est toujours le Comité international de la Croix-Rouge qui le gère. Et il y a d'autres exemples comme ça. Donc ça veut dire que dans des domaines déterminants où la population malienne est en droit d'attendre que son État fonctionne, semble très mal, et c'est ce qu'on a beaucoup entendu dans les couloirs du sommet de Dakar, y compris de la part de militaires français qui, encore une fois, sont moins inquiets sur le plan strictement sécuritaire que sur un plan, je dirais, politico-social. Mais vous avez couvert ce forum de Dakar de bout en bout. Alors, est-ce que, parce que la décision de prendre en charge la sécurité des Africains, ce n'est pas la première fois qu'on entend ça dans un forum. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, le forum de Dakar, c'est le bon cette fois-ci?
Je pense que le forum de Dakar, comme vous le dites, chante toujours le même refrain. J'ai suivi ce forum à 4 reprises et l'idée centrale, c'est toujours de dire que la sécurité de l'Afrique doit être assurée par les Africains. Mais en même temps, très franchement, les militaires français notamment savent qu'ils doivent rester. Aujourd'hui, il n'y a pas si longtemps à Paris, j'ai participé à une réunion avec des hauts responsables du ministère de la Défense qui disaient « on sait qu'on doit rester ». La question c'est comment rester, comment se faire accepter par les populations et comment aussi faire face à une équation très difficile qui est l'équation budgétaire. Ça va être aussi le problème du G5 Sahel parce que rester militairement, on le sait, ça coûte cher. Justement, il y a des gens qui pensent que le G5 Sahel, c'est un moyen pour la France quand même de se débarrasser du cas malien. Qu'en dites-vous ? Alors moi, je ne peux que répéter ce que j'ai entendu au sommet de Dakar. Ce que j'ai entendu, c'est que le G5 Sahel est un progrès parce qu'il met en place une vraie coordination militaire entre les différents pays membres, mais aussi avec le Sénégal. J'entendais tout à l'heure votre interlocuteur dire que le Sénégal aurait dû être intégré au G5 Sahel. De fait, le Sénégal est quand même un peu intégré. La grande question, encore une fois, à mon avis, c'est celle de l'avenir. Parce que parler d'une force d'intervention du G5 Sahel, ça veut dire être capable de la soutenir dans la durée. Or, la durée, ça coûte cher. Il y a beaucoup de difficultés et je pense que le véritable défi pour Sahel, ce n'est pas maintenant, ce n'est pas la mise en place, mais c'est à l'horizon de 1 ou 2 ans son efficacité sur le terrain. Ok. Alors, Boubacar Yalkouye du journal Le Pays, vous avez entendu ces interventions tout à l'heure. Mais dans les conclusions du forum de Dakar, on parle aussi de la robustesse du mandat, surtout de la MINUSMA. Le Mali a réclamé ça à maintes reprises. Et vous avez entendu tantôt notre analyse qui pense que c'est un forum de plus. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette robustesse du mandat? Est-ce que ça doit revenir à la MINUSMA ou bien à l'armée malienne? Oui, pour ce qui concerne la situation sécuritaire au Mali avec l'intervention de la MINUSMA, moi je trouve que s'il y a lieu de faire une évaluation aujourd'hui de cette intervention, elle est à mon sens quand même peu reluisante, en ce sens que nous avons vu que la situation sur le terrain va de mal en pis. Et moi, je trouve que les forats, ce n'est pas ça la solution. Et au regard de la dimension de l'insécurité qui prend de l'ampleur de plus en plus, il y a lieu franchement de retrouver une solution rapidement. Et cette solution, on ne peut pas la trouver sans pour autant que, c'est-à-dire que nos dirigeants, surtout les dirigeants africains, ne prennent pas conscience de cette situation sur le terrain. Prendre conscience en ce sens que nous avons des réalités sur le terrain ici qui sont primordiales. Il faut quand même s'attaquer à cela d'abord. Imaginez un peu aujourd'hui, il y a le manque d'emploi. Et le manque d'emploi fait que la plupart des jeunes, surtout quand vous partez un peu vers Mopti, au fin fond des régions du Nord, pratiquement il y a beaucoup de jeunes qui se sont engagés dans la rébellion ou bien aujourd'hui le terrorisme. C'est un peu dû à ça. C'est un peu dû à ça. Et également, nous avons aussi la corruption qu'il faut franchement dire combattre par tous les moyens aujourd'hui. Et vous voyez un peu les rapports du vérificateur général, mais quand le vérificateur général fait ses rapports, on ne voit pas de suite favorable. Il n'y a pas de sanctions, il n'y a absolument rien du tout. Donc cela fait que c'est un peu difficile. Ce sont ces mots auxquels il faut s'attaquer d'abord. Chez nous, du côté quand même nation. Et par-delà également, je trouve que les pays qui nous viennent en aide, que ce soit peut-être les grandes puissances ou que ce soit l'ONU, je trouve qu'aujourd'hui où nous sommes, le mieux serait de passer le relais à l'Afrique. À l'Afrique en ce sens qu'au lieu de déployer les troupes étrangères, surtout occidentales chez nous ici, pourquoi ne pas mettre les moyens, investir, faire en sorte que les armées africaines soient formées à hauteur de souhait et mettre les dispositions matérielles, financières à leur, comment on appelle ça, à leur niveau. Et moi, je pense qu'avec ça, ça va quand même leur permettre de pouvoir relever le défi. Parce que je dirais que ces armées connaissent le terrain, à ma façon de voir les choses. Et également la cohabitation aussi. Vous voyez un peu au nord, pratiquement les populations se méfient un peu.
un peu de ces forces étrangères. Mais tant que si ce sont les forces africaines, la cohabitation elle est plus facile. Et ça permet également l'adaptation sur le terrain, elle est plus facile et ça permet franchement de s'attaquer aux maux, au bénéfice quand même de toute la population. Et je trouve aujourd'hui qu'il faut aller vers ça. Mais ce forum de Dakar là, est-ce que vous pensez que ça a été, ça aura quand même une dimension continentale vu que vraiment la Corne de l'Afrique n'était pas représentée, le Nigeria a encore été un grand absent quand même dans ce forum là, et c'est le cas du Mali quand même qui était une préoccupation. Est-ce que les messages qui vont en découler, qui sont sortis de Dakar, est-ce que vous pensez que ça aura une dimension continentale? Espérons-le. Il faut quand même, à chaque fois qu'il y a une initiative que je juge quand même salutaire, qui naît, c'est pas, tout le monde n'est pas représenté. C'est peut-être une poignée d'individus ou bien une poignée de nations qui commencent et après les autres prennent le train en marche. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut nécessairement aller vers ça et les Africains, les pays de l'Afrique doivent quand même se donner la main face aujourd'hui à la situation qui, franchement, commence à dépasser le contrôle de tout le monde. Nous avons vu que même ces pays occidentaux, que ce soit au niveau de l'Europe ou que ce soit au niveau quand même de l'Amérique, ils ont du mal à faire face au terrorisme aujourd'hui. Ils ont du mal à faire face et nous qui n'avons pas les moyens, nous n'avons pas intérêt, c'est-à-dire qu'aller en rang dispersé au regard de la menace. Parce que si aujourd'hui c'est le Mali qui est frappé, nous avons vu un peu les pays qui font frontière avec le Mali, ils sont de plus en plus menacés. Donc ça sous-entend que quand un pays africain est menacé, les autres doivent s'attendre quand même à la présence un jour tôt ou tard quand même de cette même menace sur leur territoire. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Retour donc sur ce plateau, nous sommes toujours avec le premier sujet du forum de Dakar qui s'est tenu cette semaine. Alors Badou Escoba, et vous voyez le président malien qui effectue un voyage à Dakar en oubliant quand même son discours ici à Bamako, et nous voyons qu'il étale quand même ses inquiétudes. Il se pose la question à chaque fois il reçoit un appel, il se dit qu'est-ce qu'on va m'annoncer encore à propos de ces djihadistes, de ces terroristes? Alors, est-ce que Ibeka il est traumatisé par cette situation? Bon, de mon point de vue, il est préoccupé mais pas traumatisé. Il ne peut pas être traumatisé dans la mesure où il est le commandant en chef des forces armées maliennes. En tant que commandant en chef, il ne doit pas être traumatisé. Il doit plutôt prendre la mesure du danger. Et je pense qu'au forum de Dakar, il a tenu un discours de fermeté. Parce que quand il dit ces gens-là, ces barbares, etc., ça veut dire qu'il a pris la mesure du danger. Ce que j'aimerais ajouter par rapport aux travaux du forum, c'est que les Africains doivent mutualiser leurs forces, leurs efforts, leurs ressources financières. Vous savez, après le 11 janvier, quand il y a eu l'opération Serval, effectivement, quand il y a eu le sommet de l'Union africaine, il y a eu Boni à déplorer le fait que les Africains ne puissent pas voler au secours du Mali. Et quand le nord du Mali est tombé, j'ai lu sur France 24 que la force en attente de la CEDEAO a été placée en état d'alerte, alors que la CEDEAO n'avait pas de force en attente. Donc, c'est des choses que nous déplorons sincèrement. Alors que si nous prenons par région, je prends l'exemple seulement de la CEDEAO. En août 90, quand la guerre civile a éclaté au Libéria, on a vu ce que la CEDEAO a fait. Elle a fait un excellent travail. En Sierra Leone, la même chose. On a vu ce que la SADC a fait en République démocratique du Congo quand en août 98, le Rassemblement congolais pour la démocratie sous l'égide d'Artis Zaïdou Ngoma et Bizima Kara, n'est-ce pas, a tenté de renverser Laurent Désiré Kabila. Donc ce sont les pays de la SADC qui ont volé à son secours. Donc ça veut dire que les Africains, s'ils arrivent à mutualiser leurs efforts, à mobiliser les ressources nécessaires, ils peuvent vraiment assurer leur propre sécurité. Je prends seulement l'exemple de la Somalie. En Somalie, par exemple, il y a l'AMISOM qui est en train de combattre les Chebab. Et l'AMISOM est composé de contingents exclusivement
africain, mais le financement est européen et américain. Donc c'est des choses vraiment à déplorer. Le cas même de la force multinationale qui combat Boko Haram dans la zone du lac Tchad, donc c'est une force aussi qui est financée par les puissances occidentales. Donc voilà des choses que nous déplorons. D'accord. Ok, deuxième sujet, deuxième volet de ce forum, pas de liberté provisoire pour Amadou Aya Sanogo et ses co-accusés. La chambre d'accusation a rejeté la demande des avocats de l'ancien putschiste et ses 17 co-détenus. Les épouses des détenus se disent déçues par cette décision et pour manifester leur mécontentement, elles menacent de marcher toutes nues à Bamako. Réaction des épouses. C'est décevant, mais ce qui ne tue pas rend plus fort. La lutte continue. J'ai l'intime conviction, pour ne pas dire la certitude, cette décision n'a rien à voir avec les bérets rouges. C'est purement politique. Mais qu'ils le veuillent ou pas, les bérets rouges et les bérets verts sont d'une même famille. Et la famille, elle est sacrée. Pour le moment, il n'y a pas de grève. Mais on attend juste la réponse du ministre de la Justice, comme il devrait rencontrer le Premier ministre et le ministre de la Justice. On attend sa réponse. Après ça, on verra. Vous entendez entreprendre d'autres actions pour vous faire entendre? Bien sûr, comme je disais, la lutte continue. Si nous n'avons pas une suite favorable, on va continuer. Et une marche, on veut marcher toute nuit. Ça, c'est au programme. Et après ça, on ira au camp 1, vivre avec nos maris, toute la famille. C'est ce qui est au programme. Ça dépend de la réponse du ministre. Ok, nous disons merci à notre confrère Richard Verly qui était au téléphone depuis Dakar, alors compte tenu de sa disponibilité. Alors, Badou Escoba, voilà des dames qui menacent de marcher toutes nues à Bamako. On a vu le cas des femmes de Koulikoro, on a pu quand même empêcher cela. Mais est-ce que vous pensez que cette marche aura lieu? Moi, je pense que cette marche peut être évitée et il faut à tout prix éviter cette marche parce que ça n'honore pas le Mali, ça va remettre en cause la crédibilité de la justice malienne. Vous savez, béret rouge, béret vert, c'est deux parties d'une même loi. Donc deux parties d'une même loi. À mon humble avis, on peut trouver une solution de compromis. Vous savez, depuis 3 ans, les Amadou Aya Sanogo sont détenus. Or, l'article 135 dit, je ne suis pas juriste de formation, mais l'article 135 dit, à mon avis, que 3 ans de détention provisoire, c'est illégal. Donc voilà des choses qui ont irrité les femmes et des bérets verts. Je pense que les uns et les autres doivent mettre de l'eau dans leur vin et qu'ensemble on puisse trouver une solution de compromis. Vous savez, le Mali est un pays de dialogue. Le Mali est un pays où on arrive toujours à trouver une solution de compromis aux problèmes qui se posent. Alors, Boubacar Yalkouye, donc les femmes décident de passer à la vitesse supérieure parce que déjà ils ont reçu un refus de laisser leurs maris en liberté provisoire. Est-ce que vous pensez, quel sera l'impact de cette marche? Il faut, comme mon confrère Badou l'a dit, il faut trouver une solution. Et cette solution, elle est entre les mains des politiques, elle est entre les mains des gouvernants. Du moment où, quand on fait une analyse rationnelle de la situation des militaires détenus, Aya et ses compagnons, on comprend aisément qu'il y a quelque part la violation des textes. En ce sens que, comme Badou l'a assez bien dit, 3 ans déjà, ils sont à leur 5e année maintenant, détenus. On ne voit absolument rien par rapport du côté de la justice. Il faut forcément aller vers ça, qu'on les juge. Et après le jugement, la sentence, à travers la sentence, on saura qui est coupable ou pas. Et suite à cela, maintenant, ils vont purger leur peine. C'est très clair, ceux qui n'ont rien à voir avec, on va les laisser. Il n'est pas forcément dit qu'ils sont tous coupables. Il faut tenir compte de ces aspects, mais on ne peut pas les détenir pendant plus de 4 ans. Il n'y a absolument rien. Et on avait parlé de l'autopsie. Où est-ce qu'on en est avec? Jusqu'à présent, ils ont dit, bon, plus tard, 2 mois, 3 mois, mais absolument, jusqu'à présent, on n'a rien vu par rapport quand même à ce résultat. Donc, il faut rapidement aller vers ça. Au regard de la situation aujourd'hui, nous sommes dans un pays où la situation est de plus en plus instable, de plus en plus fragile. Donc, quand la question encore des militaires intervient, il faut s'attendre franchement à des situations désolantes dans les jours à venir. Et moi, je trouve que aujourd'hui, la situation de Aya et ses co-accusés, moi, je la place dans un contexte purement politique. Parce que ceux qui gouvernent aujourd'hui, ils savent pertinemment, quelque part,
qu'ils ont une part de responsabilité dans la situation. Et cela fait que les militaires ne l'ont pas caché. Ils ont clairement dit que le jour où ils passeront à la barre, ils vont tout révéler. Et certains savent aujourd'hui que quand les révélations seront faites, ils seront aussi rattrapés par la justice. Donc il faut trouver un moyen quand même pour retarder le dossier jusqu'à quand, je ne sais pas. Donc, mais il faut mettre la pression aujourd'hui. Vous pensez que pour ce même procès, il y aura quand même d'autres inculpations qui vont s'ajouter? Non, mais il faut s'attendre. S'ils font des dénonciations, ils font des révélations, ces politiques qui seront cités, il faut forcément aussi les prendre. C'est très clair. Okay. C'est très clair, il faut aller vers ça aujourd'hui. Et moi, je pense qu'au-delà même des femmes, il y a pas mal de cas comme ça au niveau de nos prisons. Des détenus qui sont là-bas, il y a plus de 4 ans, 5 ans, ils ne sont pas encore jugés jusqu'à présent. C'est anormal. C'est anormal. Donc il faut tenir compte de ces aspects-là. Et moi, je suis pour, je n'étais pas pour le coup d'État. Mais compte tenu aujourd'hui de la position des femmes, moi, je les soutiens à 100%. Très bien. Alors, Souleymane Drabo, donc, sur ce même plateau, il y a des spécialistes qui ont rappelé que on n'est plus dans le cadre de la détention préventive à partir du moment où le jugement a commencé. Mais il précise cependant qu'on peut parler de délai raisonnable comme le recommande la CEDEAO. Alors, les femmes ont tantôt dit qu'il y a la main du politique là derrière. Est-ce que vous pensez que c'est le cas? Bon, moi, je veux croire que ce n'est pas le cas. Moi, il y a deux points sur lesquels je veux insister sur ce dossier. Le premier point, c'est ce que tout le monde a dit, c'est vraiment la lenteur inqualifiable de la justice au Mali. Mais tout ça, ça vient du fait que le premier procès a été bâclé. On a vu que le dossier que la justice a présenté n'était pas bien ficelé, ce qui a obligé au report des travaux. Le second point, qui me semble important et que je ne vois pas souvent souligner, ce sont les victimes. Il y a eu quand même des exécutions extrajudiciaires, des exécutions sommaires et une vingtaine de militaires qu'on a pris, qu'on a enterrés à la sauvette dans un champ. Je pense que les victimes et les parents des victimes ont un droit de parole dans ce dossier aussi. Et ça, lorsque on évoque des arguments juridiques sur le dossier, il faut penser aux victimes et à la justice que ces victimes la demandent, qui n'est peut-être pas la même justice que les accusés, dont les accusés se prévalent aujourd'hui. Oui, mais tantôt, dans le premier volet, on a tantôt accusé l'État malien quand même d'incapacité dans une certaine mesure. Est-ce que la lenteur de la justice ne saurait s'expliquer par cela? Moi, je pense que c'est de la négligence. À mon avis, c'est de la négligence. Parce que si c'est un dossier qu'on estime prioritaire pour le retour au calme du pays, pour des impératifs politiques, comme on le dit ici, des impératifs surtout nationaux, mais on diligente la préparation et on tient le procès. Et ce sont ces mêmes arguments qui avaient été présentés à la veille du procès de l'année dernière. Donc, les urgences qui prévalaient l'année dernière auraient dû accélérer le processus pour que le procès ait lieu au moins comme il avait été prévu dans le premier semestre de 2017. Donc c'est moi de mon point de vue, moins que le manque de moyens ou d'autres excuses, c'est vraiment de la négligence. Alors, Badou Escobar, alors Amadou Aya Sanogo, il a menacé de faire des déballages quand même au cours de ces procès. Et on a vu les femmes des détenues quand même, ils disent précisément que vraiment ils sont pressés d'aller à ces procès parce qu'ils ont des preuves palpables. Alors, ce retard-là, comment l'expliquez-vous? Non, moi j'explique ce retard-là par le fait que peut-être ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ne veulent pas que les militaires détenus fassent certaines révélations. Vous savez que les femmes aussi ont choisi le bon moment parce que nous sommes à environ 7 mois des élections. Nous sommes à 7 mois de l'élection présidentielle quand même. Donc les femmes ont choisi le bon moment pour agir. De mon point de vue, si toutefois le gouvernement sait qu'il ne peut pas organiser un bon procès pour que le droit soit dit, vraiment qu'ils essaient de trouver
un compromis, n'est-ce pas, pour que cette affaire soit classée. Parce que cette affaire n'a que trop duré. Depuis 3 ans, depuis pratiquement 4 ans, on ne parle que de l'affaire Amadou et Sanogo. Il y a eu un procès avorté. Donc, à mon humble avis, si les politiques, si le pouvoir en place ne fait pas attention, ceux dont on les accuse risquent vraiment d'être étalés au grand jour. Parce qu'il y a quelques jours de cela, je crois que l'épouse d'un haut gradé, l'épouse du général Daïrou Dambélé, a parlé dans une radio locale pour dire que vraiment, et si aujourd'hui le président Ibeka est président, c'est parce que leurs maris se sont impliqués. Donc c'est une révélation de taille. Donc cela prouve qu'il y a anguille sous roche. Je pense qu'avant que la chose ne dégénère, avant que la chose ne prenne une autre tournure, que chacun prenne ses responsabilités, parce que le Mali n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Le Mali a d'autres priorités. Le Mali, la patrie est en danger, le terrorisme est là. Je crois que nous avons d'autres chats à fouilleter que vraiment de chaque fois nous attarder sur quelque chose qui en principe ne doit même pas prendre de temps. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Retour donc sur ce plateau pour le 3e volet. En période électorale, on sait que les médias sont généralement sollicités pour les besoins de campagne. 3 jours durant cette semaine, les 9 membres de la HAC ont échangé leur expérience avec les représentants du réseau francophone des régulateurs des médias REFRAM, du réseau des instances africaines de régulation de la communication RIARC et de la plateforme de l'UEMOA en matière de régulation des médias en période électorale. Élément de la rédaction du Studio Tamani. Durant cette période, les instances de régulation de la communication doivent garantir l'égal accès des partis politiques et des candidats aux médias publics et veiller au respect du pluralisme dans les médias privés. Au cours de ces séminaires, la Haute Autorité de la communication du Mali et les instances de régulation participantes renforceront leurs capacités en partageant leur expérience sur les bonnes pratiques en matière de régulation des médias. Le séminaire contribuera donc à renforcer la coopération bilatérale et multilatérale entre la Haute Autorité de la communication et ses autres partenaires. Il contribuera à l'organisation d'élections libres, transparentes et crédibles à travers une régulation indépendante et équitable des médias. Alors, Souleymane Drabo, on remarque au Mali, pour l'instant, tout ce qui a été fait dans le domaine de la régulation des médias au Mali intéresse des médias comme la télé, la radio. Alors, quel est le bien fondé quand même de ce choix-là dans notre pays? Bon, mais c'est la Constitution qui, depuis 1992, impose la régulation des médias. Et vous savez qu'aujourd'hui, au Mali, il y a la HAC, il y a la Haute Autorité de la communication, mais il y a aussi le comité de légal accès aux médias d'État, qui n'est pas encore dissous, parce que c'était le référendum constitutionnel qui devait prendre en charge la disparition de ce comité d'égal accès et la transmission de tous ces pouvoirs à la HAC. Donc on a cette cohabitation momentanée au Mali ici. Mais en fait, le souci des législateurs lors de la Constitution nationale de 91-92, c'était de s'assurer qu'il n'y aurait pas une mainmise du parti dominant, du parti gouvernant sur les médias qui reçoivent de l'argent public et qui sont censés exercer une mission de service public. Donc je pense que c'est ça le souci. Et je pense que dans ce domaine, le Mali a beaucoup d'expérience. Parce qu'on a eu beaucoup d'élections ici, et pendant ces élections, il y a bien sûr eu des plaintes de partis qui s'estimaient lésés, mais globalement, le travail a été bien fait pendant la période électorale. Donc, moi, je pense, à mon avis, c'est dans la période préélectorale qu'il y a des améliorations à apporter et des mesures à prendre pour essayer de régulariser, de réglementer un accès au moins équitable des médias.
Okay. Mais l'un des problèmes de notre pays, ça c'est la lenteur dans les adaptations à des situations. Alors on remarque qu'aujourd'hui les médias en ligne là sont beaucoup plus chauds et plus prompts, beaucoup plus utilisés d'ailleurs. Alors, est-ce que notre pays dispose des moyens déjà pour pouvoir régulariser ces médias-là en ligne? Non, pas encore. Mais déjà la haute autorité a pris en charge les médias, les nouvelles technologies, les médias, Internet, les réseaux sociaux. Elle a pris ça dans son domaine d'activité et elle réfléchit à la réglementation qui sera possible. Elle s'est même réunie, je pense, avec tous les gens qui travaillent sur le net pour discuter un peu avec toutes ces parties de ce qui est possible de faire. Mais vous avez raison, c'est un domaine essentiel aujourd'hui, surtout dans une frange citadine de la population. On a vu ici comment les RAFPAT et un certain nombre de personnes ont su s'appuyer sur les réseaux sociaux pour organiser des mouvements sociaux, pour organiser une protestation politique et tout. Donc, en période électorale, ça va devenir de plus en plus important, au moins dans les grandes villes. Ok. Alors, Badou Escobar, quels seront les rapports d'après vous entre la HAC et le comité de légal accès aux médias d'État, étant donné que le référendum quand même est reporté s'inédit et d'ici là quand même ce comité continue? Je pense que la HAC et le comité de légal accès aux médias d'État doivent travailler en parfaite symbiose, surtout en période électorale. Vous savez que les périodes électorales, c'est des périodes très très délicates. Et je suggère que pendant cette période, qu'on permette à tous les candidats vraiment d'accéder aux médias publics. Vous savez que les médias publics, c'est un bon tremplin. Sinon, si nous laissons le soin à chaque candidat d'aller parler dans une radio privée, ça peut être très grave parce que la plupart des radios privées, c'est des radios privées qui appartiennent à des leaders politiques. Et or, les radios privées, généralement, c'est des radios partisanes. Donc, si on laisse le soin à chaque candidat d'aller s'exprimer dans une radio privée, ça peut nous amener vers ce qu'on appelle la radio des 1000 collines. Donc, à mon humble avis, là, et le comité de légal accès aux médias vraiment doivent mutualiser leurs efforts, faire en sorte que les uns et les autres puissent accéder, n'est-ce pas, aux médias publics en temps réel avec les mêmes comment on dit là, les mêmes moments, quoi. C'est-à-dire ne pas donner plus de temps à un candidat parce qu'il est du côté du pouvoir et donner moins de temps à un candidat parce qu'il est du côté de l'opposition. Okay. Voilà. Alors, Boubacar Yalkoué, vous êtes de la presse écrite. On remarque quand même que la HAC s'intéresse plutôt aux médias tels que la télé, la radio, et voilà, l'urgence s'impose du côté également des médias en ligne. Est-ce à dire que la presse écrite là, c'est des anges? Il n'y a rien à régulariser de ce côté? Non, pas du tout. On a d'énormes soucis au niveau de la presse écrite, mais les deux secteurs sur lesquels la HAC travaille aujourd'hui, je pense que ce sont des secteurs urgents également, puisqu'ils sont les plus proches quand même de nos populations, surtout à l'intérieur du pays. Quand vous prenez un peu le support papier, c'est à Bamako, et puis un peu à l'intérieur, et puis à l'intérieur aussi, c'est l'essor seulement qui est presque dans toutes les grandes villes. Et donc aujourd'hui, quand vous prenez un peu le cas de la radio, les radios, c'est un peu partout, dans presque toutes les communes du Mali. Et c'est dommage parce que les animateurs ne bénéficient pas d'une formation à hauteur de souhait, leur permettant de savoir franchement dire comment aborder les sujets sur les antennes et également face à certaines situations du pays, comment franchement dire traiter les sujets sensibles. Il faut aller vers ça aujourd'hui. Moi, je suis d'accord. Mais ce qui est quand même déplorable dans cette situation, c'est le cas franchement dire du pouvoir, parce que nous avons vu que cette situation que nous vivons aujourd'hui, je ne tiens les personnes pour responsables, ce ne sont que les politiques, parce que ces mêmes politiques également, ce sont les acteurs également de l'avènement de la démocratie. Ce sont eux qui sont là. La presse, elle a commencé
Elle a commencé franchement à bien vivre à partir de 92 jusqu'à aujourd'hui. Et en cette même époque, ce sont ces mêmes politiques qui gouvernent aujourd'hui qui étaient là. Mais pratiquement, quelles sont les conditions, quelles sont les dispositions qu'ils ont prises pour que franchement la presse ne soit pas dans cette condition aussi déplorable que nous vivons aujourd'hui? Imaginez un peu, la presse, elle a quel moyen? Absolument rien. Quand vous voulez réguler, il faudrait que ça parte aussi avec des conditions et faire en sorte que franchement au niveau de la presse, que l'État mette des moyens, que l'État crée des conditions permettant franchement à cette presse-là aujourd'hui d'être indépendante à 100%. Ça n'existe pas. Comme Badou l'a si bien dit, pratiquement vous prenez, que ce soit au niveau des radios, que ce soit au niveau des télés, les trucs en ligne, vous allez prendre également le support papier, pratiquement ce sont ces mêmes politiques qui sont cachées derrière. Parce que les journalistes n'ont pas les moyens, les patrons de presse n'ont pas les moyens. Donc quand on leur donne quelques billets seulement, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Donc cela veut dire que le fait que franchement la situation financière elle n'est pas bonne. Donc moralement il est difficile franchement qu'on puisse quand même respecter l'éthique et la déontologie dans la profession. Ce n'est pas facile. Et moi je trouve qu'il est bon de réguler. Et cette régulation ne devait pas seulement se limiter aux élections. Depuis qu'on est dans cette insécurité pendant combien de temps, est-ce que la HAC a réfléchi à comment réguler le secteur? Parce que l'insécurité aujourd'hui, la situation du Nord, on devait franchement donner une priorité à cela. Si on l'avait bien traité, aujourd'hui, ça allait trouver qu'il y a eu beaucoup de dérapages au niveau quand même de la presse. Franchement, on allait parvenir quand même à les éviter. Alors, rapidement, le temps, on est un peu coincé par le temps. L'actualité, c'est aussi ces temps-ci de l'existence de marchés aux esclaves en Libye. Alors, rapidement, quelle est la responsabilité de nos États africains? Vraiment, on remarque que les États africains, jusqu'à présent, aucun État n'a réagi et pourtant, l'existence de ce marché est attestée par des organisations. Alors, quelle est leur responsabilité devant ce mutisme? Bon, les États africains, c'est quand même déplorable parce que vous imaginez un peu... ils sont quand même défaillants, ils ont du mal à faire face à certaines priorités, à certaines urgences du terrain. Et ce qui fait que vous imaginez un peu le cas de la Libye, il faut voir la Libye est en lambeaux pratiquement, et puis c'est aussi un chemin aujourd'hui, le fait qu'il n'y a pas d'État en tant que tel, les gens profitent. Donc pratiquement tout est fait là-bas. Ce ne sont pas seulement des esclaves en termes humains, mais il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas qui sont franchement anormales. Mais aujourd'hui, il faudrait que les États africains prennent conscience de cette situation qui franchement commence à prendre de l'ampleur de plus en plus. Parce que même à travers les réseaux sociaux, un peu partout, les gens commencent à dénoncer la situation sur le terrain. Mais il faut franchement aller vers ça, trouver un moyen pour que cette situation puisse quand même cesser sur le terrain. Et c'est dommage parce que pratiquement en Afrique ici, ce n'est pas la première fois que nous voyons ce genre de choses. Par exemple, on parle de Libye aujourd'hui, mais tout le monde sait qu'il y a quand même, peut-être que ce soit ce trafic d'esclaves ou que ce soit ce trafic d'humains à travers quand même des pays comme l'Arabie Saoudite et un peu partout. Et on amène les gens là-bas de façon illégale. Mais quelles sont les dispositions que les États africains ont prises? Absolument rien. Mais les organisations qui sont là, qui veillent sur ces situations, elles dénoncent, elles jouent leur partition, elles jouent leurs responsabilités. Mais au niveau des États, les États auxquels on transfère les informations, franchement, ils sont toujours restés muets par rapport à la question. Ok. Alors, Souleymane Drabo, rapidement, on sait que le Mali est en train de gérer les conséquences du problème libyen. Et voilà cette situation encore qui vient s'installer. Comment expliquez-vous le mutisme de nos États africains face à ce marché d'esclaves? Oui, c'est vrai que les États africains sont plutôt silencieux sur cette question. Mais je crois que c'est un peu le silence de l'impuissance. Parce que quand on n'offre pas à ses ressortissants des perspectives d'avenir, un espoir d'une vie meilleure, bon, les jeunes prennent les chemins de l'exil malgré le danger que cela peut procurer. Donc c'est un peu l'impuissance des États. Mais de l'autre côté, il faut voir aussi les manœuvres que les Européens auxquels les Européens se livrent pour empêcher tous ces immigrés d'aborder chez eux. Donc, ça a créé cette situation en Libye parce que on a payé les gardes-côtes libyens pour intercepter les bateaux de migrants et ces gens interceptés sont internés, bon, ils sont maltraités, ils sont torturés, ils sont vendus. Et actuellement, l'Union européenne s'apprête à installer des checkpoints au Tchad et puis au Niger pour arrêter le flux en direction de la Libye. Donc, il y a une double responsabilité. Il y a la responsabilité des Africains qui ne
font pas le travail qu'on attend du gouvernement. Et puis il y a le civisme des Européens qui font tout pour que cette masse d'immigrés n'arrive pas chez eux. Ok. En quelques secondes, rapidement, Badou Escobar, votre avis par rapport à ce marché d'esclaves en Libye? Moi, je pense que les Africains, les chefs d'État africains, doivent prendre leurs responsabilités. Combien de jeunes Africains sont morts sur l'île de Fito Ventura? Combien de jeunes Africains sont morts sur l'île de Lampedusa? Combien de jeunes Africains se sont noyés dans le détroit de Gibraltar? Ça, c'est la conséquence directe de la mort du colonel Kadhafi. Kadhafi, avant de mourir, l'a dit, mon sang coulera jusqu'en Europe. Ok, merci beaucoup. Nous disons merci à Richard Verly, envoyé spécial du journal suisse Le Temps depuis Dakar, qui était en ligne avec nous. Badou Escobar est le journaliste du journal Le Carrefour. Boubacar Yalkouye du journal Le Pays et Suleiman Drabo du journal L'Essor. Nous sommes au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur notre site www.studiotamani.org. Réagissez aussi sur notre répondeur au 75 84 11 11 75 84 12 12. Ce débat a été réalisé par Ibrahim Aran Diallo. La mise en onde est assurée par Salim Diouara, la régie vidéo Mamadou Ouattara et je suis Aliou Sidibé. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.